Made in America. Autrefois, cette expression faisait briller les yeux du monde entier. Aujourd'hui, elle sonne bien différemment. Les voitures sortent désormais des usines chinoises, tandis qu'à Détroit, ce sont surtout les tentes des sans-abri qui se multiplient. L'Amérique, jadis surnommée l'atelier de la planète, ressemble de plus en plus à un atelier de fortune où la survie s'improvise. Ceux qui assemblaient autrefois de puissants moteurs V8 montent désormais des abris de fortune sur le bord des routes. Les patrons, eux, annoncent des profits colossaux, pendant que des milliers de travailleurs d'âge mûr se battent simplement pour un repas gratuit. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 5 États américains frappés de plein fouet par la montée du chômage et de l'itinérance, conséquence directe de l'effondrement de l'industrie automobile. Une réalité qu'aucun journal télévisé ne parvient vraiment à traduire. Et ce récit ne concerne pas seulement Détroit. Il pourrait être le vôtre, celui de vos voisins ou même celui des générations futures. Cette analyse repose uniquement sur des données publiques et n'a pas vocation à délivrer de conseils politiques ou financiers. Allons-y. Numéro 5 Michigan, le cœur à l'agonie. Quand on parle de Michigan, impossible de ne pas penser à Détroit. Autrefois surnommée la capitale mondiale de l'automobile, la ville vibrait au rythme des usines. Chaque coin de rue résonnait de bruits de moteurs et de klaxons d'essai. Mais aujourd'hui, si l'on compare l'État à un corps humain, son cœur est branché aux machines, en soins intensifs, et personne ne sait combien de temps il tiendra. Les chiffres officiels sont glaçants. En seulement 18 mois, plus de 15 000 emplois dans l'automobile ont disparu. C'est comme si une ville entière s'était effacée de la carte du travail. Résultat, des écoles fermées, des supermarchés abandonnés, et des bars pleins de chômeurs qui noient leur peine dans de la bière bon marché au lieu de parler de leurs horaires de production. Prenons l'exemple d'un ancien contremaître de Détroit. 20 ans passés dans une usine de pièces automobiles, jusqu'au matin où il a reçu une lettre. « Désolé, vous ne faites plus partie des plans de l'entreprise. » Des plans, vraiment? Aujourd'hui, il conduit une Uber 12 heures par jour, uniquement pour payer l'insuline de sa femme. Avec un rire amer, il raconte « Avant, j'assemblais des voitures pour que d'autres les conduisent. Aujourd'hui, je transporte des clients dans ma vieille bagnole. » Et les sans-abri dans tout ça? Détroit compte plus de 10 000 personnes vivant dans la rue, soit une hausse de près de 20% depuis la pandémie. En longeant l'autoroute I-75, on tombe sur ces nouveaux quartiers résidentiels. Des tentes bricolées, des couvertures trop fines et des casseroles en aluminium posées sur des feux de bois. Certains ironisent. Désormais, le vrai Made in America, ce ne sont plus les voitures, mais les tentes. Mais au fond, personne n'a vraiment envie de rire. Ce n'est pas la paresse des habitants du Michigan qui est en cause, mais bien un système qui s'est endormi sur ses lauriers. Tandis que la Chine et l'Europe investissaient massivement dans les véhicules électriques, les batteries et les technologies vertes, Détroit préférait verser des dividendes à ses dirigeants. On croyait que le trône de l'automobile était acquis à jamais. Mais quand la vague de l'électrique a déferlé, toute l'économie locale s'est retrouvée à bout de souffle, comme un patient manquant d'oxygène. Les conséquences sont visibles. Des familles de classe moyenne réduites aux nouilles instantanées, des quinquagénaires faisant la queue pour recevoir des colis alimentaires, et un rêve américain qui se limite désormais à payer l'électricité et l'eau en fin de mois. Le Michigan est peut-être le patient le plus mal en point, mais son voisin, l'Ohio, souffre tout autant. Numéro 4 Ohio, la fièvre monte. Si le Michigan est en réanimation, l'Ohio, lui, est sur le lit d'hôpital voisin, transpirant d'une forte fièvre et attendant qu'on prenne sa tension. Ceux qui connaissent cet État savent qu'il a longtemps incarné la fierté de la classe ouvrière américaine. Des aciéries, des usines de pièces automobiles, tout un écosystème industriel qui faisait vivre des millions de familles. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Plus de 120 000 emplois industriels ont disparu en 5 ans. Pour donner une image, c'est comme si toute la population d'une ville de la taille d'Akron se retrouvait au chômage en même temps, forcée de courir au bureau d'aide sociale. Les files d'attente devant les agences de l'emploi s'étirent comme celles des fans attendant le nouvel iPhone. Sauf qu'ici, personne n'est enthousiaste. L'ironie est amère. L'Ohio dispose d'infrastructures solides, routes, ports, voies ferrées, mais ce sont ses habitants qui doivent partir ailleurs pour trouver du travail. C'est comme vivre au centre de la plus grande autoroute du pays, et pourtant voir son emploi disparaître plus vite qu'un ticket de loterie. Pourquoi en est-on arrivé là? Les raisons sont multiples. Mais une chose saute aux yeux. Les gouvernements locaux ont multiplié les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, espérant en retour la création d'emplois. Résultat, les PDG se sont enrichis, mais les habitants sont restés les mains vides. De nombreuses villes autrefois animées sont désormais des cités fantômes, désertes le jour et à peine éclairées la nuit par les néons des pharmacies vendant antidépresseurs et calmants. Et comme pour aggraver la plaie, le taux d'overdose grimpe en même temps que le chômage. Une association tragique dont personne ne veut. À Youngstown, par exemple, un couple raconte son histoire. Elle travaillait de nuit dans une aciérie, lui dans une usine de pièces automobiles. Aujourd'hui,
Tous deux sont au chômage. Ils ont dû vendre leur maison et leur fils a abandonné ses études pour faire des livraisons et soutenir ses parents. La mère soupire. J'ai fabriqué l'acier des gratte-ciel. Et maintenant, je plie des cartons pour que d'autres reçoivent leurs commandes en ligne. On appelle ça du progrès? Pas pour ma famille. L'Ohio, aujourd'hui, est la preuve vivante qu'avoir des autoroutes, des ports et des voies ferrées ne suffit pas à créer de l'emploi. Quand le système ne se soucie que des dirigeants et oublie ceux qui font tourner les usines, peu importe que les infrastructures brillent, les habitants finissent quand même par partir chercher du travail ailleurs. Autrement dit, si le Michigan est en déclin, l'Ohio n'est pas mieux loti. Ce n'est plus qu'une ville fantôme. Les maisons tiennent encore debout, mais l'esprit du travail, lui, s'est envolé. Numéro 3 Illinois. Une économie zombie. Si l'on compare, le Michigan serait un patient en soins intensifs, l'Ohio une ville abandonnée, et l'Illinois, lui, ressemble à une économie zombie. Le corps tient encore debout, il bouge vaguement, mais l'âme est partie depuis longtemps. Chicago, autrefois moteur industriel du pays, accumule désormais les usines fermées, les ouvriers au chômage et les factures qui s'empilent aussi haut que la tour Willis. En 3 ans à peine, l'Illinois a perdu plus de 50 000 emplois dans l'industrie manufacturière. Dit comme ça reste un chiffre froid. Mais imaginez un stade de football rempli de 50 000 spectateurs, et que, du jour au lendemain, tout le monde se retrouve licencié en même temps. Plus de chants dans les gradins, mais des files d'attente interminables devant les bureaux du chômage. Voilà à quoi ressemble l'économie de l'Illinois aujourd'hui. Un zombie qui marche encore, mais sans vie. L'histoire d'un ancien ouvrier l'illustre parfaitement. Pendant des années, il a travaillé dans une usine de pièces automobiles, gagnant assez pour faire vivre sa femme et payer les études de ses 2 enfants. Mais après la faillite de l'entreprise, il s'est retrouvé à poser sa candidature pour devenir agent de sécurité à temps partiel dans un centre commercial. Avec un sourire amer, il raconte « Avant, je contrôlais la qualité des pièces détachées. Maintenant, je vérifie les tickets de caisse chez Walmart. C'est aussi un contrôle, sauf que mon salaire a été divisé par 10. » Un témoignage à la fois drôle et déchirant. Les causes. Elles ne se résument pas à la mondialisation ou à l'essor de la voiture électrique. Beaucoup pointent aussi le poids écrasant des impôts, la corruption politique et la mauvaise gestion locale, qui poussent les petites et moyennes entreprises à fuir. Résultat, les travailleurs se retrouvent piégés dans un cercle vicieux. Ils paient davantage de taxes, mais les services publics restent insuffisants et les emplois disparaissent. Ce cycle zombie se répète encore et encore, pas complètement mort, mais incapable de réellement avancer. Les classes moyennes, jadis fierté de l'État, sont aujourd'hui pressées comme de la viande entre 2 tranches de pain rassis. D'un côté, les impôts et le coût de la vie, de l'autre, le chômage et les dettes. Conséquence, des familles entières s'entassent sous le même toit. Des parents contraints de vendre leur maison pour s'installer chez leurs enfants. Ou parfois l'inverse, avec 3 générations regroupées dans un petit appartement. Certains plaisantent en disant que Chicago a inventé un nouvel Airbnb familial. Les enfants louent leur ancienne chambre à leurs propres parents. Ça peut faire sourire, mais derrière l'ironie se cache une réalité douloureuse. En somme, l'Illinois illustre à merveille cette image de l'économie zombie. Un corps debout, mais des yeux vides, sans avenir clair. Les habitants continuent d'aller travailler, de payer leurs impôts, de survivre au jour le jour. Mais plus personne n'a vraiment l'impression d'avancer. Numéro 2 Pennsylvanie, un musée industriel à ciel ouvert. Et si l'Illinois marche comme un zombie, la Pennsylvanie, elle, ressemble à un musée vivant de l'industrie américaine. Dit comme ça paraît presque prestigieux. Mais détrompez-vous. Ce musée-là n'a ni billet d'entrée, ni guide en costume. C'est un décor gratuit, fait d'aciéries rouillées, d'usines abandonnées et de rues autrefois animées devenues de simples arrière-plans pour des vidéos TikTok. Pittsburgh, qu'on surnommait jadis la cité de l'acier, a perdu plus de 200 000 emplois dans la sidérurgie en un demi-siècle. Et le récent effondrement de l'automobile a été comme un coup supplémentaire porté à un boxeur déjà à terre. Imaginez, une ville qui fabriquait l'acier du Brooklyn Bridge ou de l'Empire State Building, réduite aujourd'hui à servir de décor pour des séances photos de mariage dans des usines désaffectées. À la fois romantique et tragique. Alors, que s'est-il passé? Beaucoup pointent du doigt une transition écologique menée à moitié. On a fermé les mines de charbon, les vieilles usines, oui, mais les emplois promis dans les énergies vertes n'ont jamais vraiment suivi. Résultat, la Pennsylvanie respire comme un malade branché à une demi-respirateur. Pas morte, mais fragile. Les conséquences sautent aux yeux. Des familles entières qui survivent grâce à des aides sociales dérisoires. Des retraités obligés de choisir entre acheter leurs médicaments ou payer l'électricité. Des jeunes qui partent chercher un avenir ailleurs, laissant derrière eux des quartiers peuplés presque uniquement de cheveux gris. Certains résument la situation avec un humour amer. La Pennsylvanie ne produit plus que 2 choses, des musées à ciel ouvert et des émigrés.
L'histoire de Carole, 67 ans, en est un exemple criant. Elle travaillait autrefois dans les bureaux d'une aciérie, son mari était soudeur. Tous deux ont dû prendre leur retraite plus tôt que prévu. Mais avec la hausse des coûts médicaux, leurs pensions fond comme neige au soleil. Leur fils, diplômé en ingénierie, n'a pas trouvé d'emploi dans l'État et a fini par partir au Texas pour conduire un camion. Aujourd'hui, le couple assume seul les factures et les médicaments. Carole confie, « À l'époque, je pensais que ma retraite me permettrait de voyager. Mais le plus loin que je vais, c'est à la pharmacie CVS du quartier. » La Pennsylvanie est bel et bien ce musée vivant où chaque rue raconte, dans le même cadre, la gloire passée et la dure réalité du présent. Et le plus cruel, c'est que ce musée reste ouvert jour et nuit, gratuit, pour ceux-là même qui ont sacrifié leur vie à bâtir cette industrie. Si le Michigan ressemble à une salle de réanimation, si l'Ohio fait figure de ville fantôme, si l'Illinois paraît vidé de sa vitalité comme un zombie et si la Pennsylvanie ressemble davantage à un musée, alors le dernier de cette liste, lui, prend des allures d'usine qui ne produit plus que du chômage et une perte de confiance. C'est une image dure, mais tristement juste. Numéro 1, Wisconsin. Cet État, longtemps reconnu pour ses champs, ses produits agricoles, son lait et son fromage, ainsi que pour la réputation d'un peuple travailleur, est aujourd'hui confronté à une autre réalité. Ce qu'il exporte le plus désormais, ce ne sont plus ses produits laitiers, mais ses habitants eux-mêmes, contraints de s'installer ailleurs pour trouver du travail. D'après un rapport du Bureau of Labor Statistics, le chômage de longue durée y a grimpé de plus de 25% en 5 ans. Derrière ce pourcentage froid, ce sont des dizaines de milliers de familles qui s'accrochent tant bien que mal. Imaginez un instant, le Lambeau Field de Green Bay, rempli de 80 000 supporters des Packers. Eh bien, un spectateur sur 4, dans ce stade imaginaire, serait soit au chômage, soit coincé dans un emploi précaire. Un tableau glaçant que personne ne voudrait contempler. Prenons un exemple concret, une famille de Milwaukee. Le père travaillait dans une usine de transformation laitière, la mère était vendeuse. Aujourd'hui, ces deux emplois ont disparu. Résultat, déménagement dans un logement plus petit, leur fille a dû abandonner l'université, et Joe, le père, jongle désormais avec 3 petits boulots, chauffeur-livreur, réparateur de climatisation à la demande et gardien de parking le week-end. Avec un sourire amer, il confie « J'ai 3 jobs, et pourtant je suis plus pauvre qu'à l'époque où je n'en avais qu'un seul. On dirait que je travaille des heures supplémentaires pour nourrir le désespoir. » Au Wisconsin, la misère n'est plus abstraite. Les tentes dressées par des sans-abri s'installent jusque devant les marchés fermiers, autrefois symbole de l'abondance nourrissant tout le pays. Aujourd'hui, ceux qui nourrissaient l'Amérique peinent à nourrir leur propre foyer. L'amertume s'installe. Ironie cruelle, l'État reste célèbre pour son fromage, mais ses habitants consomment désormais plus de nouilles instantanées que de cheddar. Une remarque qui fait sourire et pleurer à la fois. Comment en est-on arrivé là? Politique mal pensée? Retrait des investisseurs étrangers? Quoi qu'il en soit, la réalité est implacable. À Milwaukee comme à Madison, le prix du logement s'envole encore plus vite que celui du lait. Résultat, des familles obligées de cumuler 2 ou 3 emplois, sans pour autant réussir à payer toutes leurs factures. Et quand un État qui faisait de la valeur travail son identité en vient à ce point de rupture, ce n'est pas seulement l'économie qui vacille. C'est une fissure dans l'âme même de l'Amérique. Ainsi, le Wisconsin vient clore ce tableau de 5 États qui sonne comme une alerte. De Détroit en ruine aux abris de fortune de Milwaukee, on voit l'idéal américain s'éroder, petit morceau par petit morceau. Et le plus douloureux, c'est que cette réalité n'est plus lointaine. Elle touche vos voisins, vos amis, et parfois même votre propre famille. Nous venons de traverser le Michigan, l'Ohio, l'Illinois, la Pennsylvanie et le Wisconsin. 5 États, 5 histoires différentes, mais au fond le même drame. En reliant les points, le tableau apparaît clairement. L'effondrement de l'industrie automobile à Détroit a déclenché une réaction en chaîne, et c'est tout le Midwest qui s'en trouve frappé de plein fouet. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se redessinent, les véhicules électriques et les batteries à bas prix venus d'Asie envahissent le marché, pendant que les entreprises américaines avancent à tâtons, comme des étudiants qui arrivent à un examen sans avoir révisé. Dans le même temps, le coût de la vie grimpe sans cesse, qu'il s'agisse des loyers ou du prix des médicaments. Et face à tout ça, les aides sociales paraissent bien trop faibles. Résultat, une nouvelle génération de sans-abri apparaît. Pas ceux que l'on imagine habituellement, non. Ce sont d'anciens ouvriers qui portaient des gants couverts de cambouis, des ingénieurs qui dessinaient des moteurs, des routiers qui sillonnaient le pays. Leur valeur n'a pas disparu, mais leur place dans la grande machine économique, elle, s'est volatilisée. Imaginez un instant, quand toute une classe moyenne, le pilier de l'Amérique, est contrainte de dormir dans d'anciens camions ou de faire la queue pour recevoir des colis alimentaires, ce n'est plus un problème lointain. C'est une réalité qui touche vos voisins, vos amis, voire vos propres enfants et petits-enfants. On disait autrefois, quand l'Amérique éternue, le monde entier s'enrhume.
Mais aujourd'hui, ce sont les Américains eux-mêmes qui tremblent de fièvre, allongés dans une salle d'urgence que l'on appelle désormais la Rust Belt. Et le plus frappant, c'est que cette histoire n'occupe même pas la une des journaux. Les médias préfèrent s'attarder sur les beaux discours des PDG du verre ou sur les scandales politiques. Pendant ce temps, les tentes de fortune s'alignent dans les rues et les regards vides des chômeurs en disent bien plus sur la véritable actualité américaine. Car il ne s'agit pas seulement d'une crise économique, c'est une crise de confiance. Et une question dérangeante s'impose. Si même le cœur de la classe moyenne n'est plus protégé, le rêve américain existe-t-il encore ? Après avoir entendu ces témoignages venus du Michigan, de l'Ohio, de l'Illinois, de la Pennsylvanie et du Wisconsin, beaucoup soupirent, mais que faire ? Attendre qu'un grand patron ait pitié et vienne sonner à votre porte avec une promesse d'embauche ? Non. Le seul courrier qu'ils apportent, ce sont des lettres de licenciement. Pourtant, il existe encore des moyens de se défendre. Si les multinationales sont capables de supprimer des dizaines de milliers de postes uniquement pour gonfler leurs profits, les citoyens, eux, ont aussi le droit de protéger leur portefeuille en coupant les dépenses superflues. Cela commence par des gestes simples. Faire ses courses intelligemment chez Walmart ou Costco, profiter des promotions, utiliser des applis gratuites pour mieux gérer son budget. Et oui, parfois, renoncer à quelques cafés hors de prix par mois peut sauver plus de dollars que n'importe quelle aide du gouvernement. Autre piste essentielle, investir dans de nouvelles compétences au lieu de s'accrocher aux anciennes. Certes, l'industrie automobile traditionnelle décline, mais d'autres secteurs recrutent. Véhicules électriques, technologie verte, logistique, santé. Au lieu de râler devant la télévision, pourquoi ne pas suivre un cours en ligne peu coûteux ou rejoindre un programme de formation locale ? Les emplois d'hier disparaissent, mais l'apprentissage reste la meilleure assurance contre le chômage de demain. Et puis, il y a un point crucial, la santé. Pour la classe moyenne, les frais médicaux sont un gouffre. Or, la meilleure protection, c'est d'abord de considérer sa santé comme son capital le plus précieux. Manger équilibré, marcher régulièrement, rester actif. Pas besoin d'un abonnement hors de prix en salle de sport. Un corps en forme réduit la dépendance à un système de santé qui ruine des familles entières. Mais surtout, c'est ensemble que les Américains peuvent tenir. On connaît l'individualisme qui caractérise ce pays, mais en temps de crise, c'est l'esprit communautaire qui sauve. Associations locales, groupes de soutien dans les églises, clubs d'échange de compétences, entraide entre voisins. Certes, la communauté ne remplace pas l'État, mais elle permet au moins de ne pas se sentir seul face aux difficultés. Alors non, il n'y a pas besoin d'attendre un sauveur venu de Washington ou de Wall Street. Ce sont les individus, les familles, les quartiers qui doivent apprendre à se battre pour garder vivante une parcelle du rêve américain, même si cela signifie simplement réussir à payer les factures du mois. Plutôt que d'accepter le rôle de victime dans une économie zombie, chacun peut devenir un survivant, quelqu'un qui tient bon et sait contre-attaquer. Voilà donc le tableau. De Détroit en ruine aux abris de fortune du Wisconsin, nous avons traversé 5 États, 5 histoires différentes, mais un même refrain. Chômage, pauvreté, effritement du rêve américain. La grande question est désormais entre vos mains. Qu'en pensez-vous ? Vivez-vous dans l'un de ces États ? Voyez-vous vous-même des rayons de supermarchés vides ou des campements improvisés se multiplier près de chez vous ? Votre famille aussi peine-t-elle à joindre les deux bouts, à garder son emploi ou à préparer sa retraite ? Partagez votre témoignage en commentaire. Cette communauté est là pour vous écouter. Et si cette vidéo vous a semblé utile, pensez à mettre un pouce bleu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans les histoires qui touchent directement le portefeuille, le cœur et l'avenir des Américains. Un dernier mot. Toutes les données et témoignages présentés ici proviennent de sources fiables et de rapports officiels. Ce que vous venez d'entendre, c'est une analyse, une réflexion, pas une vérité absolue. Considérez cela comme un échange, une alerte, et non un verdict final. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à regarder l'Amérique non pas à travers des slogans, mais à travers la vie réelle de ses habitants. Et souvenez-vous, le rêve américain n'a pas totalement disparu. Il sommeille seulement dans ses tentes plantées au bord des routes.